Bonjour les incarnés. Aujourd'hui, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte Le Feu d'Henri Barbusse, prix Goncourt 1916 ou 1917. J'ai écrit ça en 2015 pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce texte me semble à propos parce que c'est une petite étude où je montre plusieurs études de l'énergie du feu, 30, et que je dois vous montrer avant de développer des biographies plus longues. Donc c'est pour vous montrer les outils. Ok, c'est encore dans cette idée de vous transmettre des outils. Alors, en 2015, je lis Henri Barbusse, Le Feu. Ok, et puisque je suis en 2015 dans cette énergie du feu, qui s'appelle filet d'oiseleur, et traduit aussi par lumière, suivant les traductions, je capte très bien et je suis très sensible au récit d'Henri Barbusse. Alors, c'est qui ce Henri Barbusse ? C'est un poilu parmi les poilus qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Le Feu, journal d'une escouade. Voilà. Comme le titre de son grand livre populaire l'indique, le destin d'Henri Barbusse fut sous le signe du feu, de l'hexagramme 30 qui se traduit par le feu, par filet d'oiseleur et par lumière. Donc dans les éléments, c'est 2 fois l'élément feu. Donc si on dessine avec les 6 traits, pour que vous visualisiez, c'est yang, yin, yin, yang, yang, yin, yin, yang. Voilà. On considère l'élément feu et les trigrammes composants, filet d'oiseleur, selon les traductions, avec lumière entre autres. Barbusse est né à Asnières le 17 mai 1873. Plutôt précoce, il entre certainement dans l'hexagramme de son destin, dans l'énergie de son destin, vers 1889, lorsqu'au sortir du collège, il débute par le journaliste dans le siècle, le journal Le Siècle. Se sentant une vocation de poète, il fréquente les milieux littéraires, épouse la fille du poète Catulle Mendes et publie un recueil de vers, Les Pleureuses, en 1895. Donc ça, c'est pour situer le personnage. Barbusse écrit un roman en 1903, qui passe inaperçu, et écrit L'Enfer en 1908, très remarqué. En 1914, âgé de 41 ans, il s'engage dans la drôle de guerre comme soldat. Blessé, il retourne au front, se distingue et reçoit le grade de lieutenant. Dans l'enfer des tranchées, Barbusse a pris des notes. Il termine son texte en décembre 1915, le publie chez Flammarion en 1916, puis Le Feu, journal d'une escouade, est récompensé du prix Goncourt, ce qui lui offre une célébrité. Après cette expérience décisive, en 1919, Henri Barbusse fonde et dirige la revue Clarté. On y reviendra. Avec de nombreux collaborateurs, dont des participations des surréalistes. Il fonde aussi une association d'anciens combattants, dont il est devenu, les anciens combattants, le porte-parole. Okay, il l'est dans son livre, il l'est dans la vie. Ainsi développe-t-il ses idées pacifiques et politiques dans un essai en 1921, Parole d'un combattant. La seule voie, dit-il, et 2 points, ouvrez les guillemets, la seule voix humaine qui s'harmonise avec la nature elle-même, la musique pensante de l'aube et du soleil, c'est le chant de l'Internationale. Bon, ici ne voyez aucun message personnel, je raconte juste ce qui s'est passé. Ok ? Donc parmi ses œuvres, je vais très vite là-dessus, il y a les lettres à sa femme entre 1914 et 1917, il y a des nouvelles, des essais, quelques coins du cœur, La lueur dans l'abîme en 1922 ça,
Le couteau entre les dents en 23, les Judas de Jésus en 27, Force en 26. Voici ce qu'on a fait à la Géorgie. Donc là, il parle de la politique et de la et tout ça, on va dire. Et une biographie de Staline parue à sa mort, à la mort de Barbus en 1935. Staline est mort en 53. Bon. Je précise juste que Barbus a viré communiste, mais avant qu'on sache toute la catastrophe historique. Ok, on va dire comme ça. Donc il y a cru en cette idéologie communiste. Pour la dernière période de sa vie, Barbus est parti vivre et écrire en Russie, en URSS. Militant communiste convaincu, il meurt le 30 août 1935 à Moscou, qui lui rend des grandioses funérailles. Très bien. Maintenant, je vous situe l'énergie 30 filée d'oiseleur, lumière. C'est une énergie et un destin de pleine lumière, enclin à l'éblouissement, où la vivacité ne doit pas sombrer dans l'agitation, où il faut se rendre au-delà des apparences en cultivant le yin, le féminin, afin que la fascination pour le splendide conserve les pieds sur terre, afin de s'enraciner dans des réalisations concrètes. J'ajoute un truc que j'avais pas encore complètement élucidé à ce moment-là, mais parce que je suis en plein de le vivre en 2015, quand je suis dans cette énergie, moi aussi, du feu filé d'oiseleur. Il y a cette étrangeté particulière qu'on a la sensation, qui devient réelle quand c'est sur le trajet de toute une vie, moi ça a été seulement quelques années, on vit dans un corps gros, qu'on est un gros, et c'est souvent le cas, et que en contraste, gros comme, c'est dans le Viking, ok, gros comme le corps d'un yak, c'est ça l'image, avec l'esprit aussi vif qu'un oiseau. Donc il y a un contraste entre ce corps et l'esprit, le corps gros, lent, et l'esprit très vif, rapide, très rapide. Quand on est dans cette énergie-là, comme Barbus, comme Louis Pasteur et plein d'autres, on peut être, et je pense aussi, ouais bon, je vais pas, ça va être trop long, je développe pas. Voilà. Donc il y a ce contraste entre le corps et l'esprit. Ça fait partie de l'identité de cette énergie. Il faut apprivoiser. On a des coups de lumière, des éclats, mais il faut rester enraciné pour ne pas tomber dans l'éblouissement. Et on est tous sujets à l'éblouissement. Ok ? Quand on est dans cette énergie. On se prend des gadins et on se relève et il faut se réenraciner davantage. C'est ça l'expression, on va voir après, cultiver la vache. Bon. Donc, vu qu'on est dans un des 8 éléments redoublés, on a ces qualités élémentaires. Donc les qualités élémentaires du feu, que l'on perçoit dans la personnalité et dans le texte d'Henri Barbus, ce sont la clarté, la lucidité, la vivacité dans le style et l'éclat. On va revenir sur l'éclat aussi, et la clarté. Bon. Ce n'est donc pas du tout un hasard, mais du sens, et du sens de la vie. C'est Barbus fonde une revue qui s'appelle Clarté, dès le sortir de la guerre, en 1919, je crois, et si la clarté, avec toutes ses variations de lumière, est omniprésente dans son récit. Ok ? On essaye de trouver du sens partout. Donc j'insiste volontairement sur le champ lexical. Je suis obligé de faire une pause, et je vois strictement rien. Pause. C'est reparti, on enregistre. J'insiste volontairement sur le champ lexical, le vocabulaire particulier et significatif de son énergie. Chaque personne qui est dans une énergie, on est tous dans une énergie, on a tous un vocabulaire particulier et une grammaire particulière. Ok ? Notre énergie transpire dans notre langage. Sauf que grâce aux études, comme à celle de l'idéogramme,
on comprend dans quel sens ça transpire, à travers quelles notions, quels mots. Les mots de l'idéogramme qui sont dans le Yiking, la personne qui est dans son énergie les utilise dans son quotidien. C'est dans ce sens-là que ça transpire. Ça nous forge en même temps, c'est nous. Donc on regarde ce qui se passe pour Henri Barbusse là. Tout ce vocabulaire, je cite les mots, parce que c'est une étude de texte en même temps, je relève les mots de son livre Le Feu. Dedans, je pioche clair, clarté, s'éclairer, lueur, lumière, briller, soleil, bougie, lampe, éclat, chandelle, éclair, éclairement, luisant, luire et reluire, feu, colonne de feu, feu follet, fusée, jour, aube, matin, éteindre et allumer, météore, enluminé, illuminé, briquet, flamme, allumette, clairière, féerique, clarteux, pénombre, rayonnement, phare, phosphorescent, ombre chinoise, lampe électrique et lanterne à acétylène, projecteur, crépuscule, lumière, lumignon, lustre, torche, l'étoile d'une lampe, reflet, étincelle, éblouir. Voilà. Pour le thème du feu, on peut rajouter brasier, brasero, fourreau, fourneau, brûler et se brûler, bûcher, incendie. Et puisque chaque couleur est une lumière particulière, il y a aussi quelques éclats de couleurs, comme au café des fleurs dans le récit. D'accord. Je pense que à peu près tout le monde a oublié Henri Barbusse, mais que ça fait pas de mal non plus. Lumière de l'esprit, profonde et instantanée, la lucidité, est de rendre un hommage au caporal Bertrand pour, ouvrez les guillemets, son énergie et sa lucidité. Ce chef de l'escouade décédé au combat. Donc là, je vous donne des citations qui correspondent à ses qualités élémentaires. La vivacité correspond davantage au style d'Henri Barbusse. Au bref chapitre des gros mots, il revendique de retranscrire fidèlement cette langue d'entre les poilus, l'argot des tranchées, ce verbe qui les soude et les identifie les uns aux autres, les fait se reconnaître malgré tout. Quant à l'éclat, il est partout, dans les répliques aussi, d'un bombardement à la lumière du jour, de l'éclat d'un obus à l'éclat du Goncourt, de l'étincelle d'une allumette à l'aube jusqu'à l'espoir, d'une lampe qu'il ne fallait pas allumer dans un boyau couvert lors d'une corvée aux fusées éclairantes, illuminant la nuit d'un feu d'artifice, d'une constellation éphémère. Voilà. Donc on va changer d'angle de vue. Je rappelle mon intention dans ce texte, quand je vous le lis en plus, c'est que chacune des 64 énergies est étudiée dans le Yiking par une dizaine d'études, qui sont autant d'éclairages de plusieurs facettes de cette étude, de cette énergie. Sans ces études, on ne comprend pas de quelle énergie il s'agit. Donc on l'éclaire de plusieurs côtés. Un côté avec un portrait énergétique, un côté d'un point de vue social, un point de vue dessin, le dessin est une des études, des énergies qui sont dans cette énergie, des énergies qui sont opposées à cette énergie. Il y a plein d'études encore, il y a des familles, il y a le calendrier, chacune des 64 énergies arrive à un moment par rapport aux saisons, au rythme de l'année, etc. Donc là, je me cantonne à quelques-unes des énergies pour que vous maîtrisiez l'instrument. Et on développera plus longuement pendant d'autres pour faire des biographies plus complètes. Dans le Yiking, chacun des 64 hexagrammes est composé de 10 études, mais manifestement, pour 30 filets d'oiseleur, il en manque une pour décrire son temps. Le temps du feu est l'éternité. C'est dans Barbusse, et je l'ai vécu aussi comme ça, moi. Son unité est une journée chez Barbusse, tout comme son espace est l'infini. On est dans l'éternité. Et ça arrive souvent quand on est dans un des 8 hexagrammes redoublés, où c'est 2 fois le même élément. Il y a souvent, c'est pas toujours, mais c'est très souvent, j'ai remarqué,
cette notion qu'on vit dans une éternité. Bon. Le feu, journal d'une escouade, est formé de 24 chapitres. S'il ne présente pas les 24 heures d'une journée, comme dans l'Ulysse de Joyce, ils sont construits comme un ensemble très cohérent, depuis la vision où se déclare la guerre, car Barbus est un éclaireur, jusqu'à l'aube, où l'auteur développe, en guise de conclusion, l'espoir de ses idées pacifiques et communistes, en passant par le plus long des chapitres, qui s'appelle aussi Le Feu, situé au cœur de l'ouvrage et qui donne son titre au livre, tout comme les titres des chapitres se retrouvent dans le récit. Il faut dire que cette guerre de position de 1915, où 30 millions d'hommes s'affrontent, ont creusé 10 000 kilomètres de tranchées de chaque côté, favorise ce sentiment d'éternité, tout comme les grandes plaines plates et le plateau d'Artois suggèrent cet infini. L'éternité, dans les entrailles de la terre, ouvrez les guillemets. Nos âges, nous avons tous les âges. Fermez les guillemets. 3 générations constituent l'escouade. Et Barbus écrit, nos races, nous sommes toutes les races. Nos métiers, un peu tout. Basé en première ligne ou en seconde tranchée, l'escouade de Bertrand et de Barbus se repose le plus souvent la journée pour travailler la nuit. Les passages du jour à la nuit et de la nuit au jour rythment donc leur quotidien, activité et humeur. Et Barbus, dont le récit se passe dans l'éternité, décrit chaque lever et chaque coucher de soleil au présent absolu. La fatalité des poilus dans les tranchées étant de mise, chaque lumière du soleil s'y conjugue comme la première et la dernière. On ne sait jamais si on va terminer la journée ou l'heure qui arrive. L'éternité, au chapitre du feu, où Barbus prend la parole avec « je ». Ouvrez les guillemets. J'ai l'impression d'être tout seul, naufragé au milieu d'un monde bouleversé par un cataclysme. Et un peu plus loin, dans son éternité et dans son infini, un cycle immense d'incendies qui paraissent et disparaissent dans ce paysage de sabbat. Et un peu plus loin, et l'attente infinie qui recommence. L'éternité d'un poilu, moi, dit un autre. Hier j'avais 26 ans, et maintenant, quel âge j'ai? À la fin du poste de secours de l'éternité à l'infini. Ouvrez les guillemets. Pendant des jours, pendant des nuits, on y verra rouler et continuer les longs ruisseaux d'hommes arrachés des champs de bataille, de la plaine qui a des entrailles et qui saigne et pourrit là-bas, à l'infini. Un jour est donc l'unité de l'éternité, comme une journée de virée. Ouvrez les guillemets. On est exempt de tout travail jusqu'au soir. On est libre, on est propriétaire de notre temps. C'est inespéré. Il retrouve la vie normale, entre guillemets, l'espace d'une journée. L'éternité de la corvée. Ouvrez les guillemets. On dévale, on roule, on va vers l'avant, on ne sait pas où, on ne sait rien, sinon que le ciel et la terre vont se confondre dans un même abîme. Un peu plus loin, on marche toujours, on n'arrive jamais. Sous la pluie éternelle, un peu plus loin, on n'arrive jamais, on arrive pourtant. Un peu plus loin, c'est là. L'éternité comme dénuement de la présence et dépouillement du style. On est dans la simplicité absolue et éternelle. Au dernier chapitre, à l'aube, nous assistons à l'incroyable recommencement de la lumière, écrit-il. C'est le début du jour et de la lueur d'un espoir, où dans l'éternité de cette guerre, Barbus veut rendre l'impression que la guerre est inimaginable et incommensurable dans le temps et l'espace. Car on est des machines à oublier, puisque le jour est plein de nuit. Et Barbus de conclure son feu, de toute éternité, la preuve que le soleil existe. Ok. Maintenant, j'utilise l'étude de l'idéogramme qui s'appelle Li. L'idéogramme du feu, c'est Li, L-I, pour éclairer d'un autre regard Barbus et son texte, son livre, son chef-d'œuvre. Alors, l'idéogramme du feu est Li.
qui possède 4 sens que l'on retrouve dans la vie et dans le récit. Le premier sens, c'est quitter, se séparer, s'éloigner, s'écarter de la norme. On a déjà dit que dans la dernière partie de sa vie, Barbus, militant pacifique et convaincu par l'idéologie communiste, qui n'avait pas encore montré ses secrets et ses limites, est parti vivre et écrire en URSS. Il s'est donc écarté de la norme. Okay, ce n'est pas un jugement, c'est factuel. Dans le récit du feu, il y a cette virée de l'escouade, l'espace-temps d'une journée libre en ville, où les poilus se baignent entre délectation et désillusion dans la vie normale, avec des immenses... Voilà. C'est l'une des rares fois où Barbus insiste avec une majuscule sur la différence. Deux points, ouvrez les guillemets, une différence qui se dessine entre les êtres, une différence bien plus profonde avec des fossés plus infranchissables que celle des races. La division nette, tranchée et vraiment irrémissible, celle-là. Qu'il n'y a parmi la foule d'un pays, entre ceux qui profitent et ceux qui peinent, ceux à qui on a demandé de tout sacrifier, tout, qui apportent jusqu'au bout leur nombre, leur force et leur martyrs, et sur laquelle marchent, avancent, sourient et réussissent tous les autres. Fermez les guillemets. Second sens, deux ensemble. Second sens de l'idéogramme lit deux ensemble. Certainement que dans sa vie, ce thème pourrait se retrouver dans ses lettres à sa femme de 1914 à 1917, et ailleurs. Dans le récit, Barbus est souvent en duo. Par exemple, une mission avec Farfadet, accompagnant Joseph blessé jusqu'au poste de secours, avec le voisin de Marche Paradis et leurs échanges d'allumettes et d'œufs. Les deux légionnaires échangeant leur nom à la vie comme à la mort. Le récit de la permission d'Eudore, le récit du soldat fusillé chez Suillard, le pèlerinage du village disparu avec Poterloo, ou encore cités ensemble pour leur commune illusion Cyrano et Don Quichotte. Le troisième sens de l'idéogramme lit est rencontré par hasard. Dans le récit, au bout de la corvée, qui sous un bombardement tourne à la débandade, Barbus suit un groupe dans la nuit obscure jusqu'à ce qu'il tombe sur des voies, celles des Boches. Rencontré par hasard, autre exemple. Au portique, Poterloo raconte sa rencontre improbable avec un Alsacien Boche qui le conduit voir sa femme et sa fille furtivement. Autre exemple, dans les tranchées, on rencontre aussi la mort, si ce n'est pas la sienne, par hasard. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est une rangée de morts. Instinctivement, en passant, le pied évite et l'œil y fouille. Fermez les guillemets. Quatrième sens, appartenir à, adhérer à. Dans la vie citoyenne et politique, Barbus a donc adhéré à l'idéologie communiste, et tout comme il appartient aux poilus, et fonde une association des anciens combattants. Appartenir à, c'est surtout le journal d'une escouade, d'où sa préférence pour l'égalité au dernier chapitre. Une escouade où il ne cite jamais son nom pour mieux redonner la parole aux camarades. D'ailleurs, on ne sait pas son nom dans les tranchées. Il y a aussi le sens de attachement et fraternité. Puisqu'il faut un combustible, le feu marche avec un combustible. Okay. La propriété du feu est de s'attacher. Il s'attache au bois. L'attachement de Barbus dans cette guerre des tranchées, c'est la fraternité dans son escouade. Deux points, ouvrez les guillemets, à la mémoire des camarades tombés à côté de moi, à Crouy et sur la côte 119. C'est la dédicace de son livre. Ok, c'est clair et net. Fraternité, frères d'armes, égalité, idéologie communiste, espoir pacifique, porte-parole des anciens combattants. Ce sont tous des synonymes de son attachement, attachés ensemble par un destin irrémédiable, dit-il. Dans le récit, il y a cette fraternité improvisée par un poilu en permission qui sacrifie la seule nuit avec sa femme pour héberger quelques hommes sous la pluie.
On est vraiment dans des extrêmes. Fraternité, dans les portraits que Barbus écrit pour chaque poilu de l'escouade, ils ont tous quelque chose d'éternel. Ce sont des portraits très vibrants. Dans le feu de Barbus, il écrit « J'évoque l'inoubliable image de la nuit où mon frère Dame Potterlot, qui avait le cœur plein d'espoir, s'est comme envolé, les deux bras étendus, dans la flamme d'un obus. » Barbus, ouvrez les guillemets, « Il m'est impossible de dire pendant combien de temps j'ai erré avec le groupe auquel j'étais attaché. Nous, les... » Dans cet attachement fraternel à l'escouade, Barbus, souvent silencieux, écrit la vie de ses compagnons, dans les tranchées, tout en s'efforçant lui-même, quitte à employer un jeu sans nom. Dans la littérature, on croirait le vrai, faux et fameux Madame Bovary, c'est moi de Flaubert. Cela correspond à l'équation littéraire « je suis elle » pour Flaubert. Ici, dans le feu, Barbus a réussi l'équation difficile de « je et nous ». On est plus, ça c'est plus confucéen, je pourrais dire. Maintenant, on passe de l'étude de l'idéogramme à l'étude de la grande image de l'hexagramme 30 filets d'Oiseleur. Je lis donc la grande image traduite par Javary et Faure. La grande image de l'énergie 30 du feu, filet d'Oiseleur ou lumière, est, ouvrez les guillemets, sur 3 sentences. Première sentence, lumière 2 fois agissante. Deuxième sentence, filet d'Oiseleur, c'est le nom de l'énergie. La grande image elle-même, c'est à la troisième sentence, ainsi l'être grand, en se reliant à cette lumière, éclaire les 4 régions. Bon, on est vraiment éclairé, il y a de la lumière partout, là. Ok ? Et il faut de la grandeur pour faire ça. Lumière 2 fois agissante, c'est Barbus à la fois écrivain et poilu. C'est Clarté à la fois un roman et une revue divisée en 2 parties politiques et sociales. C'est Barbus humaniste, à la fois pacifiste et communiste. Romancier et essayiste, fondateur de l'association républicaine des anciens combattants et fondateur de la revue Clarté, l'organe d'expansion de la première. Filet d'Oiseleur se perçoit dans le récit par quelques occurrences faites aux oiseaux. Forcément, vu le décor des tranchées, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a plus d'arbres, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Mais il y a quand même quelques occurrences. Par exemple, il écrit « Un vol d'oiseaux terrible monte dans le ciel et regarde la terre ». Donc il y a bien ce regard englobant qui monte. D'accord. Mais ça ne peut pas être un thème récurrent, il n'y a pas d'arbres, donc pas d'oiseaux. Forcément rare dans ce décor de guerre sans arbre debout. D'accord. Dans le récit, il y a aussi cette anecdote enjouée où les cuistots se transforment en chasseurs de feu et d'allumettes, caractéristiques de filets d'Oiseleur. L'être grand, donc celui qui est signalé dans la définition de la grande image, c'est Barbus, porte-parole des poilus et des anciens combattants. En plus du thème de la grandeur disséminé dans le texte, telle la grande absence du caporal Bertrand, il y a cette comparaison entre Guillaume, l'Allemand qui a déclenché cette guerre, et Napoléon qui incarne la grandeur dans l'histoire. Ainsi, Barbus insiste-t-il sur la grandeur du peuple. En se reliant à cette lumière, la sensibilité et la sincérité de Barbus sont lisibles à chaque page, car il part toujours de la lumière, que ce soit pour la revue Clarté destinée aux intelligences obscurcies, ou bien dans le récit, une situation, une rencontre, un discours, une observation. Tout commence par une lumière. Une blafarde clarté, la lumière, la fumée des lumières, une infime lueur, une bougie, un clair de lune, un rayon de soleil. Toujours, il y a une transformation qui se faisait dans le ciel et sur la terre, écrit-il. Barbus invente même quelques figures de style pour décrire cette lumière. Scintillement d'étoiles éclatantes, mirage de féerie bleu et blanc.
panache phosphorescent, une grande ours de fusée pour éclairer notre effrayant voyage. Éclairer les quatre régions. En plus du Goncourt pour le feu, l'ouvrant à la célébrité, sa revue Clarté a été suivie dans plusieurs pays, notamment en Russie avec Maxime Gorky ou des participants de Lénine et d'Einstein. Ce thème des 4 points cardinaux se retrouve dans le texte mot pour mot à plusieurs reprises, par exemple ayant pour mur les 4 coins cardinaux et aussi dans l'expression les 4 coins de l'horizon. Voilà. Donc là je traite le sujet, j'ai fini de traiter l'étude de la grande image. C'est succinct, mais c'est quand même assez précis sur un livre. Ok, c'est pas une œuvre, c'est pas sur un livre. Maintenant, je prends l'étude du jugement de l'énergie 30 filets d'Oisler. Le jugement 30 de filets d'Oisler s'écrit encore en 3 sentences. Sentence 1, ténacité profitable. 2, favorisant. 3, apprivoiser la vache ouverture. C'est là l'expression de tout à l'heure. Apprivoiser la vache ouverture. Donc on va développer ces 3 sentences. Il faut que je précise quand même que les 2 premières sentences, ténacité profitable et favorisant, correspondent à ce qu'on appelle dans le Yiking, il y a un jargon, une sémantique, etc., aux 4 qualités du ciel et de la terre, qui appartiennent à l'hexagramme 1 et 2, ainsi qu'à 7 autres entièrement, mais qui apparaissent dans presque tous les 62 autres hexagrammes, avec une qualité, 2 qualités, 3 qualités ou 4 qualités. Ok. Donc là, on a 3 des 4 qualités. On n'a pas le fondamentalement favorisant, on a favorisant. Ténacité profitable, c'est tout de même le thème du courage, de l'endurance et de la persévérance. Les poilus, ces pauvres ouvriers innombrables des batailles, dit-il, ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes, endurants, cette espèce de rôle de fou imposé à tout homme par la folie du genre humain. Ils sont conscients qu'ils sont dans une pleine folie qui est là stabilisée pendant plusieurs années. On est dans une folie de la folie, d'une cruauté sans nom. C'est de la chair à canon. Tenace. À la découverte du caporal Bertrand, mort, une émotion aiguë, tenace, nous empoigne. Le mot est là, ok? Le mot du jugement apparaît dans le texte de Barbus, et ce n'est pas du tout un hasard, parce que c'est vivant, ok? Ténacité profitable. En guise de conclusion du grand chapitre du feu, Barbus a aidé Joseph, blessé, à gagner le poste de secours. Donc là, je lis un petit extrait. « Courage !» lui dis-je. Il rouvre les yeux. « Ah !» répond-il. « Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Regardez cela. » Il retourne là-bas. « Et vous aussi, vous allez retourner. Ça va continuer pour vous autres. Ah, il faut vraiment être fort pour continuer. Continuer. » Fin de la citation. Favorisant, c'est Barbus aidant Joseph blessé, offrant des allumettes pour que l'escouade mange chaud, ainsi que toute l'entraide des poilus jusqu'aux anciens combattants. Sincérité et fidélité de Barbus, attaché et attachant. Je mettrai les gros mots à leur place, mon petit frère, mon petit père, parce que c'est la vérité, dit-il. Nous arrivons à l'expression apprivoiser la vache, qui caractérise vraiment cet hexagramme, cette énergie du feu, et qui n'est pas reprise dans les autres hexagrammes. C'est vraiment caractéristique de cette énergie. C'est une expression insolite qui rejoint le dessin de l'idéogramme Lie, explicitant la dualité de l'esprit jaillissant d'un oiseau prompt à s'envoler, comme Barbus en Russie, enfermé dans le corps massif d'un yak. C'est l'image que je vous racontais tout à l'heure. La vache étant un symbole yin, l'expression constitue une attitude yin. Apprivoiser la vache signifie alors de développer la retenue et d'apprivoiser le feu qui menace d'éblouir. On peut affirmer, sans se tromper, que dans le feu, Barbus apprivoise la vache
jusqu'à l'ouverture. Chef-d'œuvre, Goncourt, célébrité. Aux côtés de l'omniprésence du thème de la lumière dans le récit, précédemment énuméré, il y a celui persistant de l'éblouissement. À ces deux thématiques du feu s'ajoute une autre plus discrète et nuancée où se mélangent la lumière et l'éblouissement. Par exemple, les mots miroiter et miroitement, briller et brillant, illuminer et illumination revêtent les deux sens, à cheval entre lumière et éblouissement. Le feu possède un pouvoir de fascination jusqu'à l'éblouissement. Ébloui de la splendeur, écrit-il, dont la contrepartie est la désillusion. De l'éblouissement à l'espoir, il n'y a qu'un pas, de l'illusion à la désillusion. Barbus écrit « Ces hommes désillusionnés jusqu'au fond de leurs entrailles, et un peu plus loin, ils jouissent de la gloire infinie d'être debout. » Voilà, rien qu'être debout. D'ailleurs, je suis debout. Espoir. Ils espèrent, ils vivent double, mais il ne faut pas voir l'avenir dans son épouvantable précision. On est obligé de vivre à la seconde. Une aube d'espoir pour une foule consciente et inconsciente à la fois. De l'attente à l'espoir d'une lettre jusqu'à l'ironie de l'histoire d'une lettre. De l'attente et l'espoir d'un repas qui parfois n'arrive pas pendant 3 jours. Farfadet s'éblouit lorsqu'un autre s'endort en son espèce de rêve d'amour et de pourriture. Alors, ouvrez les guillemets, on regarde se développer le drame éblouissant et profond du bombardement avec ses apparitions lumineuses. Comme une espèce d'immense chef-d'œuvre de la destinée, la guerre, machine de mort et d'espoir, et son feu tronqué. Entre éblouissement éthéré et illusion terrestre, la vision aérienne de l'aviateur constatant un dimanche matin les deux armées à la messe en même temps. Ok. Alors, j'ai fini pour l'étude du jugement. Maintenant, je vous parle des énergies 29 et 30. L'hexagramme 29 est celui de l'eau plus l'eau. Ça s'appelle s'entraîner au passage des ravins. Et l'énergie 30, donc, c'est feu plus feu, et ça s'appelle filet d'oiseleur. Donc, je fais une toute petite parenthèse pour vous rappeler comment ça s'agence les 64 hexagrammes, 64 éléments énergie dans le Yiking. Là, on est aux places parmi les 64, on est aux 29 et 30, et on a l'eau et le feu. Et à la fin du Yiking, il y a 2 hexagrammes, 63, 64, 63 qui s'appelle déjà traversé, 64 qui s'appelle pas encore traversé, et ces 2 hexagrammes, ces 2 énergies sont articulées entre le feu en haut et l'eau en bas, et inversement eau et feu. Et c'est eux qui réouvrent et qui referment le cycle éternel de la vie dans le Yiking, le cycle énergétique, l'immuabilité des transformations. Voilà. Donc on a bien au milieu, à un milieu, c'est pas 31, c'est pas 32, parce que 32, il y a une autre, c'est enduré. Bon, il y en a qui considèrent que c'est 31, la moitié. Enfin bon, peu importe. Pas de chicanerie, on n'a pas le temps là-dessus. Donc, je parle de ces 2 énergies qui sont pas là par hasard, et on va voir en quoi. Il y a aussi l'étude de je développe c'est dedans. Dans l'univers vivant et dans le Yiking, l'élément feu et l'élément eau s'opposent. Dans le Yiking, l'énergie 29 de l'eau s'entraîne au passage des ravins et l'énergie 30 du feu, filet d'oiseleur, sont aussi des hexagrammes consécutifs et inversés. Quand on les écrit, le feu et l'eau, c'est à chaque fois l'un est un yin et l'autre est un yang. Ils sont opposés dans l'écriture complètement. Qu'ils soient hexagrammes inversés signifie que les yin de l'un se sont transformés en yang de l'autre. Donc en visuel, on voit tout de suite qui est le feu, qui est eau. En commun, leur 10e aile rappelle que
l'énergie 30 filets d'Oisler est dirigée vers le haut, lorsque l'énergie 29 s'entraînait au passage des ravins est dirigée vers le bas. Un loisillon en proie au vertige tentant de prendre son envol dans l'énergie 29 s'entraîner au passage des ravins répond le vol de l'oiseau vers les hauteurs de l'éblouissement dans l'énergie 30 filets d'Oisler. Ok ? Donc ils sont à la fois associés, complémentaires et opposés et ont du sens commun. L'énergie 29, l'eau, s'entraîner au passage des ravins, en tant qu'hexagramme opposé au feu, est très présent dans le récit, puisqu'on peut le résumer ici au mot de trancher. En effet, quand on ouvre l'idéogramme Cannes, nommant l'énergie 29 s'entraîner au passage des ravins, l'idéogramme Cannes se définit ainsi: cavité, creux, talus, terrasse, levée de terre à travers champs, autrement dit tranchée. On ne peut pas dire mieux. En conséquence, dans le récit, et davantage encore au chapitre du feu, chaque fois que Barbus nomme les tranchées, souvent un ravin, un talus, une cavité, un creux, un trou, des fossés, les entrailles des tranchées, écrit-il, il nomme aussi l'hexagramme 29 de l'eau. Ouvrez les guillemets. À une époque, je croyais que le pire enfer de la guerre, ce sont les flammes des obus. Puis, j'ai pensé longtemps que c'était l'étouffement des souterrains qui se rétrécissent éternellement sur nous. Mais non, l'enfer, c'est l'eau. Voilà, les incarnés, je vous remercie pour aujourd'hui.